Cette vidéo est sponsorisée par World of Warships. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va parler jeux vidéo. T'as déjà joué à la bataille navale quand t'étais petit? Tu kiffais ça, pas vrai? Eh ben laisse-moi te présenter la version ultime des batailles navales, World of Warships. Dans World of Warships, disponible sur PC, tu vas pouvoir participer à des batailles navales en équipe avec des inconnus ou avec tes amis grâce au mode division. Gaffe aux mauvais joueurs par contre, on voudrait pas briser des amitiés. Ce qui est génial avec World of Warships, c'est qu'il est super complet. Dans ce jeu, tu n'as pas accès à 100 navires de guerre, ni même 200, 300 ou 400, mais à 500. 500 ma gueule, c'est pas un truc de ouf malade? 500 navires répartis entre 11 nations différentes et conçus à partir de documents historiques et de plans réels de la première moitié du XXe siècle. Plutôt cool, non? L'occasion de faire un peu d'histoire tout en explosant des trucs. Apprends à maîtriser les 4 classes de navires et utilise différentes stratégies et tactiques pour venir à bout de tes ennemis. T'as les torpilleurs, les croiseurs, les cuirassés et les porte-avions. T'es pas prêt d'en faire le tour, crois-moi. Nouveau joueur, clique sur le lien dans la description ou utilise le code Warships pour profiter d'un pack de démarrage d'une valeur de 25€. Tu y trouveras 500 doublons, 7 jours de compte premium, 2 millions de crédits, un navire de rang 4 et 6 points de compétence commandant. De quoi démarrer le jeu dans les meilleures conditions. Amuse-toi bien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va parler d'Interceptor Force 2. Et je vous entends venir, mais enfin Guillaume, tu vas parler d'Interceptor Force 2 alors que tu n'as pas parlé d'Interceptor Force 1, c'est n'importe quoi. Et à ça je répondrai... Ouais. Et tu vas faire quoi? Interceptor Force 2 est mis en scène par Philippe Géros, dont l'activité professionnelle est généralement plutôt concentrée sur la production. En témoigne une liste de nanars longue comme le bras. 115 d'après IMDb. Un producteur productif. Il a même produit Doom Annihilation ce con. Ah oui, lourd. Et ici il nous offre rien de moins qu'un sous Independence Day sans budget, marié à un sous The Thing sans talent. C'est parti. Ah oui, direct dans le vif du sujet donc. Stylé la cinématique d'intro. Toute ressemblance avec les vaisseaux d'Independence Day serait bien évidemment purement fortuite. Et c'est ainsi qu'après avoir fait le tour du système solaire sur un plagiat de la BO d'Alien Resurrection, le vaisseau atteint enfin son objectif, la Terre. Cousu de fil blanc vous dites? Attendez de voir la suite. On se retrouve ensuite catapulté en Tchétchénie, dans une zone aux mains des rebelles, où ces derniers viennent d'abattre un drone espion américain. L'ambiance générale est plutôt morose et désespérée, c'est la guerre quoi, mais quand tout espoir semble perdu, on envoie Jean Fabio. Jean Fabio c'est une légende, capable de s'infiltrer partout grâce à sa maîtrise du déguisement. Entraîné pendant toute son enfance par des moines Shaolin, ce type est capable de venir à bout d'une armée avec seulement 2 bâtons et un peu d'huile de coude. Maîtrisant l'art de la furtivité et ayant toujours 43 coups d'avance sur ses ennemis, l'échec est pour lui une notion inconnue et... Ah, bon... Ça arrive même au meilleur, comme on dit. Jean Fabio subit alors une petite séance de torture à base de coups de crosse et de décharges électriques. Ses ennemis feront tout pour lui soutirer le code permettant d'accéder aux données du drone, mais ils n'auront pas raison de son self-control. Ah ça non! D'abord, le pied. Ensuite, le genou. Couper une jambe de Jean Fabio et 4 autres pousseront. Un chalumeau pour cautériser les blessures. Vos intimidations n'y feront rien, Jean Fabio ne plaira pas, car c'est un vrai héros américain. C'est bon, vous aurez le code. Bah enfin, Jean Fabio, tu me fous la honte devant tous mes abonnés là. Jean Fabio compose donc le code et... Code erroné. On va tous mourir. Ouais, ça c'est badass. Il reprend alors rapidement l'ascendant sur ses ennemis à grands coups de pied dans la gueule, sans oublier sa très efficace technique de strangulation. Cerise sur le gâteau, sa souplesse le rendant virtuellement intouchable. Autodestruction dans 20 secondes. Agissant tel un guépard et profitant de l'absence fortuite de ses ennemis, Jean Fabio récupère les données du drone et modifie le compte à rebours, se laissant plus de temps pour s'enfuir. Il dispose désormais de 30 secondes. C'est plus qu'il n'en faut. Mais les rebelles se rendent rapidement compte que quelque chose cloche, étant donné que l'explosion a du retard. Ils retournent donc à l'intérieur, cependant que Jean Fabio subtilise une moto avec finesse. 45 secondes plus tard, seulement 20 secondes se sont écoulées, car Jean Fabio peut faire s'écouler le temps plus lentement s'il en ressent le besoin. Il reste donc désormais 10 secondes avant l'explosion, soit juste assez pour lui laisser le temps de s'enfuir au ralenti alors que les balles ennemies fusent autour de lui, mais n'osent pas le toucher. Il aurait pu partir par derrière en toute discrétion, mais non, car c'est un provocateur, un agitateur, un animal. His name is Jean Fabio. Et boum, la grange explose. Mais notre héros n'est pas pour autant sorti d'affaire, car toute la milice locale est à ses trousses. Cerné, Jean Fabio, que nenni, il n'a qu'à sauter du pont pour embarquer dans son avion de chasse et mitrailler toute cette racaille avec son ami Jean Patoche. Est-ce que Jean Patoche aurait pu intervenir avant tout ça pour le tirer de ce mauvais pas? Certainement. Mais Jean Fabio n'a pas besoin qu'on lui vienne en aide. C'était donc le spectaculaire prologue d'Interceptor Force 2, également connu sous le titre de Chronicles of Jean Fabio. Et donc, suite à cette maestria pyrotechnique, on retrouve le vaisseau spatial qui débarque en pleine Russie, où il abat 2 avions de chasse avant de se cracher ce con. Son pilote arrive alors en Tchétchénie, et l'on réalise bien vite qu'il a la capacité de prendre l'apparence de ses victimes, le petit saligo. Ah, c'est un sous-Terminator 2 aussi du coup. Sans James Cameron. Pendant ce temps, à Washington, au QG de l'Interceptor Force, Jean Fabio se fait réveiller par Jean Patoche après s'être reposé une petite vingtaine de secondes. Et voilà votre médicament. Tenez. Ouais, ça c'est un réveil de bonhomme. Les deux bros sont ensuite immédiatement renvoyés en mission par leur chef Bernard Michel. Ils doivent donc repartir en Russie, où le vaisseau a été repéré. Mais on en revient. Peut-être auriez-vous dû rester.
Ah ouais, la bonne ambiance. Par contre, c'est moi ou il a un faux air de James McAvoy, Bernard Michel? En Tchétchénie, l'extraterrestre continue sa petite visite et s'infiltre dans un entrepôt d'armes nucléaires, ce qui n'est jamais très bon signe. Heureusement, la sécurité sur place est aux aguets et particulièrement musclée, n'est-ce pas? Sergei! Ah, ben non. Dimitri! Après avoir pris la forme de Dimitri, l'alien tue Sergei et décide de détruire la base à grands coups de lance-roquettes. Comme ça, pour le fun. Et juste après avoir fait sa petite affaire, il reprend la forme de la blonde, parce qu'au milieu d'une base militaire, ça se fond bien mieux dans le décor qu'un vulgaire soldat. Est-ce bien utile de le préciser? Juste après ça, on a l'immense privilège d'assister au quart d'heure de pause de Jean Fabio. Pourquoi se reposer quand on peut pratiquer un petit parcours d'obstacles et de tir à l'aveugle? 3 contre 1, c'est tout. À moins de 32, vous avez pas une chance, les gars, enfin. Amateur. Même aveugle, Jean Fabio peut voir, car il ne dispose pas de 5 sens, mais de 928 exactement. Après ce petit moment détente, il repart voir Bernard Michel, qui révèle que le vaisseau est non seulement d'origine extraterrestre, mais qu'en plus, il est similaire à ceux auxquels Jean Fabio a déjà fait face dans le premier film. On les a eus à l'arme atomique. Sacré Jean Fabio, toujours dans la finesse. Le chef leur apprend alors ce qui s'est passé dans l'entrepôt d'armes nucléaires, où le soldat Dimitri a tout fait péter. Mais à Jean Fabio, on la lui fait pas. Eh bien, ce n'était peut-être pas le vrai Dimitri. Jean Fabio devine donc bien vite que Dimitri n'est pas Dimitri. C'est en fait un extraterrestre ayant pris la forme de Dimitri. Notre héros est donc chargé d'intervenir avec son équipe. Je sélectionne les membres quand? Jamais. On ne dit pas non à Jean Fabio, enfin! Si c'est ma mission, je forme l'équipe. Négatif. Il a dit non 2 fois. Après de petites remontrances, car Bernard Michel n'a apparemment peur de rien, Vous devez donc exécuter les ordres de la manière qui vous est indiquée, et pas autrement. Jean Fabio, voyant qu'il n'a pas vraiment le choix, accepte donc la mission. Et il faut vite partir, parce que ça urge. En effet, il semble que l'extraterrestre cherche possiblement à investir une centrale nucléaire. Si la centrale connaît le même sort que Tchernobyl, on peut s'attendre à des millions et des millions de morts. Comment ça, il s'arrête pas à la frontière, le nuage radioactif? On m'aurait menti? Il faut évacuer cette alien en évitant tout dommage collatéral. Après avoir mouru de l'intérieur, Jean Fabio accepte ses conditions et on lui présente son équipe. Alors il y aura bien évidemment Jean Patoche, il y aura Marie-Johanna, experte en explosifs et en technique improbable, et Hubert Michel, expert en armement. Parce qu'une experte en démolition et un expert en armement, il y a rien de mieux pour éviter les dommages collatéraux. Ça, c'est mon choix d'équipe. Mais quelle arrogance celui-là! On fait ensuite la connaissance de Marie Chantal, scientifique qui a semble-t-il fait une découverte capitale et... Ce n'est pas le moment. Et voilà. Du côté de la centrale nucléaire, c'est la panique car l'extraterrestre est bien arrivé sur place comme prévu. Prévisible cet alien. Jean Fabio et sa team partent donc d'urgence botter des culs extraterrestres, mais d'abord Bernard Michel leur présente leur nouvelle équipière, Marie Chantal. Écoutez, je ne suis formée ni pour les combats, ni pour les missions. Mais je ferai de mon mieux. Sans vouloir vous offenser, qu'est-ce que vous foutez ici? Question tout à fait légitime. Pendant le vol, alors que Marie Chantal vomit ses tripes, l'équipe apprend qu'elle va devoir collaborer avec l'armée russe et qu'elle risque de faire face à des fuites radioactives. Qu'est-ce qu'un alien peut faire d'une centrale nucléaire? C'est ce qu'on doit déterminer. Bah la faire péter. Vous avez jamais vu de film ou quoi? Une fois sur place, l'équipe est accueillie comme il se doit par les Russes. Tu parles d'un comité d'accueil? Et alors que ces derniers inspectent le chargement de la camionnette, Marie Chantal panique lorsqu'elle touche à son matériel. On apprend alors qu'elle se balade avec des embryons aliens. Pourquoi? Jean Fabio, qui a une sale intuition, interroge alors le général russe, Boris, qui était présent lorsque la base a été attaquée par l'alien. Vous êtes un vénard. Ouais. J'ai dit qu'on la lui faisait pas. Ils arrivent ensuite dans le périmètre de la centrale, et Boris leur annonce qu'il va partir en exploration de son côté et les tenir au jus vite fait quand il aura 2 minutes. Vous plaisantez? Tu veux mettre Jean Fabio sur le carreau? On ne met pas Jean Fabio sur le carreau, Boris. Mais l'effronté Boris n'en démord pas et part donc dans la centrale. Du coup, nos personnages attendent. Tu as prévu un jeu de cartes? Mais Marie Chantal profite de ce moment de calme avant, on l'espère, une méga tempête s'arrasse pour leur présenter son invention, le fusil à micro-ondes, conçu pour neutraliser les aliens. Autant dire qu'ils vont vite laisser tomber leurs armes primitives pour privilégier cet armement adapté à l'ennemi qu'ils vont devoir affronter. Une fois à l'intérieur, Boris découvre l'étendue du massacre et fonce vers la salle du réacteur où un grognement vient de retentir. C'est à ce moment précis que le cadreur fait un AVC en même temps que le monteur. C'était quoi ça? Je l'ignore, chef. Suivant les grognements extraterrestres, les Russes continuent de s'enfoncer dans la centrale jusqu'à ce qu'il y ait finalement contact. Waouh, j'ai tant de questions. Ayant perdu contact avec Boris, Jean Fabio décide d'intervenir avec son équipe, mais les Russes ne l'autorisent pas à aller plus loin. Donc là, bien évidemment, ça rigole plus, parce qu'on ne manque pas de respect comme ça impunément à Jean Fabio. Les Américains s'appliquent donc à montrer à leurs confrères russes qui c'est qui commande en territoire russe. Entendant le bruit de la raclée monumentale infligée par nos héros, tout le reste de l'armée russe débarque, mais décide de ne pas intervenir car ça ne se fait pas de tuer les personnages principaux au bout de seulement 40 minutes de film. Jean Fabio décide donc de jouer carte sur table avec eux en leur révélant la situation. Leur général est en danger et il doit donc intervenir. Et comme il a affaire à une bande de sensibles dotés d'un cœur gros comme ça, il le laisse agir. Mais il l'accompagne pas, hein, faut pas déconner non plus. Armée jusqu'aux dents, l'équipe pénètre donc enfin, putain, dans la centrale. Et on fait le tour du proprio avec eux. Passionnant.
J'avais jamais visité de centrale nucléaire, c'est l'occasion ou jamais. De son côté, Boris, qui a survécu, révèle qu'il n'est pas ce qu'il semble être en réalité. Pendant 3 ans, jamais personne ne m'a démasqué. C'est un alien? Pire, c'est un Américain? Mais non, c'est un traître. Donc en gros, Boris, il en a rien à foutre de l'alien. Il veut même profiter de la situation en faisant croire qu'il y a une fuite au niveau du réacteur. Comme ça, il aura le champ libre pour récupérer les ogives nucléaires qu'il a stockées ici et les vendre plus offrant. Mais attiré par la puanteur de la traîtrise, l'alien apparaît et tue tous les soldats à l'exception de Boris. Mais que va-t-il faire à Boris? Le suspense est insoutenable. Du côté des héros, Jean-Fabio se met en quête de réseau pour faire un petit débrief à Bernard Michel. C'est un bordel. Juste après ça, Jean-Fabio se met en quête d'une survivante apparemment incarnée par une comédienne impliquée. S'il vous plaît, à l'aide! S'il vous plaît, aidez-nous! Venez, on est par ici! Je crois qu'il vit encore! Et Jean-Fabio a beau redoubler de prudence, Levez-vous tout doucement. bah il aurait mieux fait de retripler de prudence parce qu'il se fait avoir. En même temps, c'était dur de le voir venir. S'ensuit un combat spectaculaire de dynamisme, mais où Jean-Fabio ne fait malheureusement pas le poids face à l'extraterrestre. On commence à peine à s'amuser. Ou l'esquive. Qui es-tu? Tu te bats comme un vrai guerrier. C'est Jean-Fabio, ma gueule. L'alien révèle alors qu'il a débarqué sur Terre non seulement pour détruire la race humaine, mais aussi pour se venger. C'est donc une affaire personnelle. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, chérie. Oh putain, il va balancer une punchline. Bah, et ma punchline? Bref, du coup notre badass s'enfuit, mais l'alien le suit et se fait accueillir comme il se doit par le reste de l'équipe. Avec le fusil à micro-ondes, évidemment. Étonnamment, ils ne viennent pas à bout de l'alien qui se barre. Vous êtes pas très malin, hein? Suite à ça, Marie-Johanna commence à taper une petite crise, allant jusqu'à remettre en question la loyauté de Jean-Fabio. Heureusement pour elle, ils sont interrompus par un cri avant que Jean-Fabio n'ait pu la remettre en place. Je voulais pas de vous. Cool. À l'origine du cri, le traître de Boris. La créature a tué mes soldats. Il faut sortir d'ici. Haha, tu te doutes vraiment de rien, toi, l'alien. Comme s'ils allaient être assez cons pour tomber dans ton piège pitoyable. D'accord, on vous emmène. Venez. C'est bien par ici? Oui, par là. Jean-Fabio, va falloir que tu prennes les choses en main, mon salaud. Encore un petit. Voilà, bon alors tout ça c'est très bien, mais il craint toujours pas les balles par contre. Ton arme, quoi? Donne-la-moi. Ah. Il est déchargé. Putain, sérieux? Ainsi, face à cette horreur numérique, nos badass prennent la fuite. Comment t'as su que c'était pas Gorshkov? Ah, tu sais, suffit de pas être trop con en fait. L'alien à leur trousse, il décide de continuer à lui tirer dessus parce qu'apparemment ils sont trop débiles pour comprendre que ça lui fait aucun effet. Il s'est relevé après s'être pris une balle dans la tête, les gars. Faites un effort. Mais Hubert Michel, l'expert en armement, semble soudainement pris d'une envie de servir à quelque chose et tente donc de jouer les héros. Sauf qu'il n'y a qu'un héros ici, et c'est Jean-Fabio. Donc il meurt. On a voulu jouer au héros. La bonne nouvelle, c'est que Jean Patoche parvient à blesser la créature, lui coupant carrément son mollet numérique. Malheureusement, un petit coup de colle et ça repart. L'alien semble donc invincible. Non mais les gars, vous en aviez plusieurs des fusils pour blesser les aliens, va falloir songer à vous en servir avant la fin du film là. Ah, tu me déçois jamais mon gaillard. Jean Patoche intervient ensuite avec le fusil à micro-ondes pour finir le travail, réduisant l'alien à l'état liquide. Ils peuvent donc quitter les lieux, mais en fait, le liquide est en vie, et il s'échappe via l'aération. Il va falloir trouver une solution et vite, on va manquer de munitions. Le petit groupe découvre ensuite la salle où sont entreposées en toute illégalité les fameuses ogives de Boris. Mais les choses prennent une tournure plus grave que prévu, car les ogives ont été reliées à un détonateur. Et bien évidemment, ce n'est pas Boris qui a fait ça. Alors qui? L'alien? Excellente déduction, Jean Patoche. Nos héros doivent donc désormais empêcher les ogives d'exploser, et pour ce faire, ils doivent trouver et désactiver le détonateur. Sauf que le détonateur, il a été immergé dans une cuve de refroidissement aux côtés des réserves d'uranium. Ça la rend toxique. Et même mortelle. Tu sais pas à qui tu parles, gamine. Ce n'est pas une bonne journée si Jean-Fabio ne risque pas sa vie au moins 5 fois. Fine psychologue, Marie-Chantal fait alors en sorte de rassurer Jean-Fabio, ce pour qu'il puisse accomplir sa mission sans se sentir submergé par la pression. Une telle charge nucléaire peut couvrir 100 km. Et avec ce type de réacteur, les retombées seront 1000 fois pires que celles de Tchernobyl. Une catastrophe minimum planétaire. Près de 100 millions de morts dans les 12 mois à venir. Mais en fait, Jean-Fabio se dégonfle. Ça me fait mal de l'avouer, je suis même très déçu sachant que son corps est capable d'encaisser un niveau extrême de radiation, mais il y va pas. Je pense que c'est pour pas tirer la couverture à lui. C'est tout à son honneur, C'est tout à son honneur. Et donc, il demande à Jean Patoche d'annoncer à Bernard Michel qu'une terrible explosion atomique risque de se produire. Les ingénieurs de l'Interceptor Force doivent donc trouver une solution à distance. Le sort de toute la planète est entre vos mains, messieurs. Et puis, la tension grimpe à nouveau entre Jean-Fabio et Marie-Johanna, chacun accusant l'autre d'être un alien déguisé. Voyons Marie-Johanna, Jean-Fabio n'est pas un alien, c'est simplement un surhomme. Et alors que chacun regarde l'autre dans le blanc des yeux en attendant qu'il se passe quelque chose, Jean Patoche leur fait savoir qu'il a trouvé un survivant, juste avant que la communication ne soit brutalement coupée. McAllister, je ne t'entends plus.
Jean-Fabio somme alors Marie-Johanna d'aller porter secours à Jean Patoche. Ouais, mais là, elle pointe un flingue sur toi, gros, donc t'es pas franchement en position de donner des ordres. Pourquoi elle t'obéirait? Ce serait complètement débile. McAllister. Ok. Du côté du QG, les nouvelles sont pas tip-top, car il semble que les ogives aient été conçues de manière à être tout simplement impossible à désamorcer. On en revient donc à la première solution, le putain de détonateur plongé dans l'eau radioactive. De son côté, Marie-Johanna finit par tomber sur Jean Patoche, mais curieusement, le soi-disant survivant qu'il avait trouvé est aux abonnés absents. Mais où il est passé? Il était juste là, je vous le jure. Et autant vous dire que le climat légèrement paranoïaque ne joue pas en sa faveur. Oh, je vois. Vous me prenez pour l'alien? On peut rien te cacher, dis donc. J'aimerais vous poser une question. Ce ne serait pas vous, l'alien? Ah ouais, la fameuse technique du c'est pas moi c'est toi. Imparable. Voyant les choses s'envenimer petit à petit, Jean-Fabio décide d'intervenir pour calmer le jeu, parce que s'ils veulent s'en sortir, ils vont devoir se serrer les coudes et ne pas tomber dans cette vulgaire paranoïa. Il n'y a qu'ensemble qu'ils survivront, alors à bas les petits conflits. Oh. Faites attention, reculez, l'alien va sortir de son corps. Je crois que tu t'es un chouïa emballé, Maréjo. Et tu te gourdes de film en plus. Parce que non, Jean Patoche était bien Jean Patoche. Ce n'était pas un usurpatoche. C'est pas lui. Son best bro étant mort pour rien, Jean-Fabio décide de réagir en fusillant Maréjo du regard. Elle a pas volé celle-là. Mais étant bien consciente qu'elle a vraiment fait n'importe quoi, elle décide de se racheter en sautant dans la cuve de refroidissement pour s'occuper du détonateur. C'est notre job. Du coup elle plonge et l'alien débarque pour nous faire d'incroyables révélations. S'il est venu foutre la merde sur Terre, c'est pour venger l'alien du film précédent avec qui il était super copain. Ah oui, ça c'est du twist. C'est toi qui l'as tué. Il a massacré une ville entière, et mon équipe est sur notre planète. Ce n'est pas très bien perçu. Et alors que la tension devient palpable, les Russes débarquent pour une nouvelle fusillade. Mais vous voyez pas qu'elle craint pas les balles. De son côté, Marie-Johanna atteint enfin le détonateur et constate qu'il ne reste que 7 minutes avant l'explosion. Elle va cependant tenter de tout désamorcer. Mais j'ai peur de manquer de souffle à la longue, c'est profond. Bonne chance. Tu vas en chier, j'aimerais pas être à ta place, mais on croise les doigts, hein. Et pendant ce temps, Bernard Michel apprend que le président a envoyé tout un escadron pour bombarder la centrale avant que l'explosion atomique n'ait lieu. Ainsi, l'énergie nucléaire contenue dans la centrale sera atomisée avant d'avoir pu se répandre dans l'atmosphère. C'est particulièrement hasardeux tout ça, non? Et dans la centrale, ça avance pas des masses, hein. Marie-Johanna fait ce qu'elle peut avec le détonateur, pendant que les soldats font ce qu'ils peuvent avec l'alien. Mais il ne reste qu'une minute, et l'escadron est sur le point de faire feu. Après que le dernier russe debout soit mort comme un homme... Jean-Fabio tente une dernière fois de venir à bout de l'alien en lui tirant dessus. Comme je m'amuse. Comme tu es bien la seule. Et alors qu'il ne reste que 10 secondes, Marie-Chantal décide de servir à quelque chose en se saisissant du fusil à micro-ondes, grâce auquel elle réduit l'alien en bouillie. Au même moment, les avions font feu, et à 3 secondes de l'explosion, Marie-Johanna accomplit sa mission. Je vais pouvoir présenter mes excuses à McAllister. Mais du coup c'est pas fini, car Jean-Fabio apprend pour l'escadron tout ça. Et ça va être très chaud pour lui et son équipière de quitter les lieux à temps. Bernard Michel ordonne donc à ses ingénieurs de désactiver les missiles alors en plein vol. Et étant donné que l'alien n'est bien évidemment pas morte, Marie-Chantal fait part d'un nouveau plan. Utiliser les réservoirs d'acide chlorhydrique de la centrale, ce qui aura pour effet de dissoudre la peau en silicone de l'alien. S'ensuit donc un dernier combat spectaculaire où Jean-Fabio affronte les CGI dégueux à main nue. Et à force de ruse et de persévérance, il gagne. L'alien finit donc dans l'acide et hop, putain, on méritait pas ce gros plan. Après avoir gagné, chose tout à fait normale pour un être tel que Jean-Fabio, il parvient à évacuer les lieux avec Marie-Chantal après que les missiles aient explosé en plein vol. Tout est bien qui finit bien pour nos héros américains. À leur retour, ils sont accueillis comme des héros. Mais Jean-Fabio est soudain pris d'un accès de mélancolie face à la photo de son poteau. C'est dur de perdre un ami. Ça a l'air, oui, mais t'es un homme un vrai, donc tu gardes tes larmes à l'intérieur sans doute. Après avoir mis un gros vent téléphonique au président of the United States, Jean-Fabio quitte les lieux et... Ah ouais, ça sort de nulle part ça par contre. Le magnétisme animal de Jean-Fabio est sans limite. Et c'est ainsi que notre duo de héros part pour de nouvelles aventures, cependant que le cadreur s'endort paisiblement. Voilà, c'était Interceptor Force 2. Est-ce que c'était bien? Non. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le côté très premier degré des nanars de cette période, ça les rend encore plus ridicules. Après voilà, passé un prologue franchement extraordinaire, ça devient très mou, devenant un simple film de couloir et il se passe malheureusement pas grand chose. En tout cas rien qu'on n'ait pas déjà vu 20 fois ailleurs et en mieux. Et malgré son incroyable héros qui n'aurait rien à envier à Chuck Norris, Interceptor Force 2 se révèle au final très oubliable. Mais je vais quand même essayer de choper le 1. Pour la science. Avant de conclure, je tiens à adresser un grand merci au compte Instagram L'Horreur est humaine, grâce auquel j'ai découvert ce chef-d'œuvre. Je vous conseille d'ailleurs grandement de vous y abonner pour de belles découvertes du même acabit. Sans déconner, ça vaut le coup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous le sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!